Bonsoir Gilbert Thiel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes premier juge d'instruction à la section antiterroriste de Paris, chargé principalement des affaires corse. Ça fait bien longtemps que vous travaillez là-dessus et que vous connaissez par cœur la situation. Vous avez publié les derniers jugements avant liquidation chez Albin Michel. Vous avez fait une BD. Vous êtes un des rôles dans la série Engrenage. Un petit rôle, forcément. Un tout petit rôle, mais enfin voilà. Vous êtes un personnage et c'est d'autant plus intéressant de vous recevoir ce soir. Merci. On va parler de la Corse évidemment, mais avant cela, l'actualité du jour, c'est la publication de ce rapport de l'IGPN sur l'affaire Mera. C'est une première parce qu'en général, ces rapports, ils restent secrets. Oui, c'est une première. D'ailleurs, je ne l'ai pas lu parce que j'ai quand même travaillé cet après-midi et je crois qu'il a été diffusé et divulgué cet après-midi. C'est bien pour un ministre de l'Intérieur de rendre public les constatations qui ont été faites par un service sur les fonctionnements des services de l'État, en l'espèce la Direction centrale du renseignement intérieur, et sur ses relations avec la sous-direction antiterroriste pour voir ce qu'on peut améliorer potentiellement, et puis de dire aussi et d'ouvrir le débat, parce qu'il y aura certainement plusieurs lectures de ce document, de savoir ce qui peut être amélioré, savoir si on peut encore... Oui, parce que ce qui a été pointé du doigt, c'est la surveillance de Mohamed Merah. Oui, on l'a trouvé, on l'a mis dans le viseur, et puis après on a abandonné, on a interrompu, et ça c'est un problème de coordination. Ah, c'est pas seulement un problème de coordination, on ne peut pas surveiller en permanence tout le monde, et je crois que c'est la DCRI qui était en charge, la Direction centrale du renseignement intérieur, qui était en charge des surveillances de l'activiste présumé ou du sujet suspect Mohamed Merah. Ceci étant, on ne peut pas suivre tout le monde en permanence. Il y a peut-être eu une erreur d'évaluation. Une nouvelle fois, je rappelle que je n'ai pas lu le rapport, mais en tout état de cause, il faut bien que tout le monde ait conscience du fait que la recherche en matière criminelle, là je parle de l'aspect judiciaire, et peut-être encore davantage la quête du renseignement, ne sont pas des sciences exactes. Ce serait trop beau de pouvoir arrêter à tout coup, de détecter à tout coup qui est un danger potentiel et de l'arrêter juste au moment où il va passer à l'acte. Parce que si vous l'arrêtez trop tôt et que vous n'avez rien à lui reprocher, eh bien vous ne le mettrez pas à l'écart judiciairement, c'est quand même le but de la manœuvre. Et si vous l'interpellez trop tard, eh bien l'irréparable est commis et ça ne se répare pas. Donc l'exercice est extrêmement difficile. Ceci étant dit, cela ne veut pas dire qu'il faille ne pas pointer du doigt un certain nombre de carences, un certain nombre de difficultés qui sont survenues dans cette affaire-là. Et j'ai simplement parcouru le sommaire de ce rapport avant de venir. Il semblerait que l'on indique aux différents intervenants qu'une meilleure coordination entre les services de renseignement, les services de police judiciaire et éventuellement les services de police de la sécurité publique soit obtenue. C'est un vœu qui a déjà été formulé en d'autres occasions, mais il faut toujours se méfier également des idées trop simples. Vous savez, les services de renseignement, c'est quand même une police spéciale par définition. Et il ne faudrait pas que la police judiciaire en arrive à être complètement à la remorque d'un service de renseignement dont les décisions resteront toujours opaques, voire les critères de décision inconnus. Parce qu'il en va ainsi dans le domaine du renseignement et que le secret défense, qui est parfois invoqué complètement à tort, obéit quand même à un certain nombre de nécessités de protection des agents qui sont sur le terrain. Je sens que là, vous parlez de quelque chose que vous connaissez, et notamment de la DCRI et de son travail en Corse. Oh ben, la DCRI, elle fournit son travail en Corse. Je vois que vous avez lu Le Monde samedi, dimanche ou dimanche, lundi, plus exactement. Vous vous inquiétez que la DCRI, en fait, prenne le pas sur la police judiciaire dans les enquêtes en Corse. Disons que... C'est pas l'affaire du renseignement, c'est l'affaire de la police et de la justice. C'est ce que vous voulez dire? La police judiciaire, c'est la police de la justice. Et elle obéit aux magistrats instructeurs ou au parquet lorsque une information judiciaire n'est pas encore ouverte et qu'on est dans le cadre d'une procédure de crime ou de délit flagrant ou ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Ceci étant, ce dont je me suis inquiété à la suite des constatations que j'ai faites ces dernières années, c'est qu'auparavant,
les fonctionnaires de police judiciaire allaient beaucoup plus sur le terrain à la quête du renseignement, parce que vous savez, la première ligne de défense contre le terrorisme de quelque nature que ce soit, c'est quand même le renseignement, parce que vous ne pouvez pas partir à la pêche comme ça en aveugle, ça ne donne rien, et ceux qui s'y sont essayés par le passé, notamment dans le domaine de la lutte antiterroriste, se sont rendus compte que ce n'était pas vraiment la bonne méthode. Alors il fut un temps où la police judiciaire essayait d'avoir ses propres informateurs, ses propres contacts. Ça se fait de moins en moins. À partir du moment où c'est un service de renseignement centralisé qui exerce cette quête du renseignement, comme justement il y a une opacité, voire une obscurité totale à l'intérieur des services pour les raisons que je viens d'évoquer. Comme juge, en tout cas, cela vous inquiète et vous avez le sentiment que ça n'est pas... Non seulement ça m'inquiète, mais je constate aussi au cours de ces dernières années l'inefficacité de ce système-là. Alors, parlons des mesures du gouvernement. Je l'ai dit récemment, je crois que le dernier renseignement opérationnel qui nous a permis de conclure une affaire judiciaire, c'était au début de l'année 2008. On est presque à la fin de l'année 2013. 2013. Donc, ça fait quand même pas beaucoup. Depuis la mort d'Antoine Solacaro en Corse, donc il y a à peu près 8 jours, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions. Et hier, le gouvernement, par la voix de Jean-Marc Ayrault, a annoncé une dizaine de mesures qui sont, j'ai envie de dire, comme d'habitude, non la lutte contre le blanchiment, plus de juges, plus de moyens, cellule interministérielle de coordination, renforcement des moyens d'enquête spécialisée, renforcement de la coordination entre les parquets. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est toujours la même chose ou est-ce qu'il y a vraiment du nouveau ? Il n'y a pas véritablement de nouveau. Il y a les éternels débats au niveau, là encore, de la coordination. De temps en temps, lorsqu'il y a un préfet de police en Corse, on dit il faut supprimer cette institution. Et quand il n'y en a plus, on dit il faut la rétablir. Ce sont les oscillations là, de la pensée politique, et que ce soit la droite ou la gauche, eh bien, selon qu'ils sont dans l'opposition au pouvoir, ils ont des appréciations divergentes forcément de ce qui est proposé. Sur le fond des propositions qui sont faites, de dire qu'on va lutter contre le crime organisé en développant les capacités d'investigation et de la police et de la justice en matière économique et financière, et plus précisément dans le domaine du blanchiment de l'argent sale, en vérifiant plus scrupuleusement encore la passation des marchés publics, en renforçant les pouvoirs de contrôle dans les faits de l'autorité préfectorale. Tout ça ne prête absolument pas à discussion, mais comme vous l'avez fait remarquer, on l'a déjà lu, ça, quelque part. On l'a lu après l'affaire de l'assassinat du préfet Erignac. On l'avait lu en 1992 dans la bouche, on l'avait entendu dans la bouche de Pierre Bérégovoy, alors Premier ministre, à la suite d'un bain de sang particulièrement spectaculaire cette année-là en Corse. Et on l'avait même lu de la part de quelqu'un qui n'était pas un grand spécialiste des affaires économiques et financières. C'était le préfet Broussard, qui avait été envoyé dans les années 83-84 en Corse pour lutter contre le nationalisme corse particulièrement virulent. À l'époque, le FNNC tuait des gendarmes parce que c'était des symboles de la République, a tué un certain nombre de préfets. Donc, il avait déjà attiré l'attention à cette époque-là sur le fait que le crime organisé était en train de s'enquister en Corse et que des investissements étaient effectués de manière plus ou moins massive. Tout cela a été dit, a été validé par les plus hautes autorités. Malheureusement, le gouvernement de la République, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite, manque singulièrement de constance dans ses actions, car ces problèmes-là ne se résolvent pas en 3 coups de cuillère à peau, ni à coups de menton. Et on constate que sur l'histoire de la Corse, comme peut-être ailleurs, eh bien, il faut chaque fois une émotion populaire, mais qui s'empare également de nos gouvernants lorsqu'il y a un fait divers particulièrement spectaculaire, soit parce qu'il est particulièrement sanglant, soit encore parce que la personnalité visée est quelqu'un qui représente quelque chose qui n'est pas le Pékin lambda. Eh bien, alors on annonce. Mais que ne l'a-t-on fait auparavant ? Aujourd'hui, il en reste une minute. Pour vous, la violence, elle est d'origine
politique ou d'origine criminelle? Il y a 3 strates de violence en Corse. Il y a une violence, je dirais, pratiquement archaïque. C'est la vendetta. Vous avez au nord de la Corse, elle existe toujours. Vous avez des clans, les Mattei et les Costa, par exemple, qui se tuent depuis plusieurs générations. Ils ne doivent plus savoir eux-mêmes ce qui a généré au début le litige mortel qui les oppose. Vous avez une violence politique qui a fait vivre les enfants de Corse, qui existe toujours, qui a baissé d'intensité. Mais vous savez, on aurait dit en 1900, à la fin de l'année 1997, qu'un préfet de la République allait être tué. Personne ne l'aurait cru. Et il y a toujours des dérives à l'intérieur même d'une institution nationaliste qu'il faut continuer de surveiller. Il ne faut pas baisser la garde. Et puis, il y a quand même encore un certain nombre d'attentats. Et puis, vous avez une 3e strate de violence qui est celle de la criminalité organisée. Et celle-là est particulièrement sanglante également. Donc, moi, je me mets des fois à la place des petits Corses qui ont été élevés ces dernières années dans un climat de violence, où lire Corse Matin avec la liste des exécutions, c'est un peu comme consulter la page météo. On s'habitue à la violence. Et comme cette région n'est pas davantage épargnée que les autres par la crise et la crise économique et la crise morale de nos valeurs, la perte de repères qu'on invoque aussi dans les banlieues, eh bien vous secouez tout ça et ça donne la situation que l'on connaît à l'heure actuelle dans cette île. Quelle est votre intuition sur la mort d'Antoine Solacaro ? Mais je n'ai pas d'intuition particulière. Je dirais simplement qu'il faut se garder là aussi de toute précipitation. Il faut laisser le temps au temps, pour reprendre une formule devenue célèbre. Vous avez Maître Antoine Solacaro qui a été abattu, qui a été exécuté. Est-ce qu'il l'a été parce qu'il était avocat, ainsi que tout le monde l'a soutenu dans la sphère politique d'emblée, auquel cas on est dans le cadre d'un assassinat symbolique. Et la symbolique, ça c'est la spécialité des mouvements nationalistes. On tue des gendarmes, on tue un préfet, on mitraille des gendarmeries, etc. Les symboles de l'État. Si c'est l'autre possibilité, Maître Antoine Solacaro a été abattu par des professionnels du crime, eh bien, ces gens-là, en fait, ils ne font pas dans la symbolique. Ils tuent soit parce qu'ils estiment que leur victime a trahi quelque chose qu'il y avait entre eux, ou bien alors parce qu'ils ont un intérêt pécuniaire. Alors, l'enquête dira ce qu'il convient d'en penser si elle aboutit, ce qu'on ne peut que souhaiter, bien évidemment. Et il y a simplement une première indication, c'est la saisine de la juridiction spécialisée de Marseille, spécialisée dans la lutte contre le crime organisé, qui s'attaque au grand banditisme et aux opérations de blanchiment qui en sont la conséquence. S'il avait été jugé, au vu des premiers éléments, que cela pouvait s'inscrire dans un cadre du nationalisme séparatiste qui a recours à la violence, eh bien l'affaire aurait été confiée à la section antiterroriste du parquet de Paris. Mais rien n'est définitif dans ce domaine comme dans les autres. Vous viendrez nous en reparler, Gilbert Thill. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est à la Marchal, il est 20h.